La guerre ukrainienne est l'un des conflits les plus étroitement surveillés de l'histoire moderne. Mais les statistiques révèlent une réalité bien plus sombre qu'on ne le croirait. Quel schéma caché émerge du chaos? Ces chiffres pourraient-ils prédire l'issue de cette guerre brutale? Nos experts militaires ont creusé en profondeur, et ce qu'ils ont découvert est à la fois choquant et sobre. La guerre illégale de la Russie en Ukraine a causé des dévastations inimaginables. La violence est stupéfiante, mais les chiffres racontent une histoire que les mots seuls ne peuvent pas. 1200 km de front, 150 000 maisons réduites en décombres, des villes entières oblitérées. Et le coût? La Banque mondiale estime qu'il faudra plus d'un demi-billion de dollars pour reconstruire ce qui a été perdu. Alors que les deux côtés s'entêtent, cette guerre est devenue une épuisante bataille d'usure sans fin en vue. Chaque jour avance sans solution facile, seulement plus de destruction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les données concrètes qui révèlent la véritable ampleur de ce conflit. Des lignes de bataille changeantes à la crise humanitaire stupéfiante. Ces statistiques ne sont pas seulement des chiffres, elles sont la clé pour comprendre l'impact continu de la guerre et ce qui pourrait arriver ensuite. Que vous vous intéressiez à la stratégie militaire ou au coût humain, cette analyse vous fournira les informations nécessaires. Il y a 2 ans et demi, le monde a été choqué lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes. L'un des principaux objectifs était la prise rapide de Kiev, capitale de l'Ukraine, pour déstabiliser et renverser le gouvernement ukrainien. Traversant la Biélorussie, l'avant-garde d'une force combinée de 360 000 soldats russes a convergé sur Kiev depuis l'ouest et le nord-est. Malgré des gains initiaux dans l'encerclement de banlieues clés, les forces ukrainiennes ont tenu bon, utilisant des tactiques de guérilla, des défenses fortifiées et une utilisation efficace d'armes anti-chars pour contrer leur ennemi trop confiant. L'offensive russe a vite été stoppée. Les défis logistiques, la sous-estimation de la détermination ukrainienne et les contre-attaques ukrainiennes efficaces ont contraint les troupes russes à se retirer dès le début d'avril 2022, marquant un échec significatif dans la stratégie de la Russie pour décapiter le régime de Zelensky dans la phase d'ouverture de la guerre. Depuis, la guerre est devenue une lutte prolongée et épuisante. Alors que la Russie a recentré ses efforts militaires sur la région orientale du Donbass et la côte sud, le conflit est devenu caractérisé par des duels d'artillerie intenses et soutenus, la guerre des tranchées et des gains territoriaux progressifs des deux côtés. Le progrès est mesuré en mètres, pas en miles. L'armée russe, ne pouvant atteindre ses buts initiaux, a usé de bombardements incessants et de tactiques d'épuisement pour affaiblir les forces ukrainiennes et l'infrastructure civile. Pendant ce temps, l'Ukraine, soutenue par l'aide militaire et le renseignement occidentaux, a adopté une stratégie de défense et de contre-offensive ciblée, regagnant peu à peu les territoires occupés, malgré un coût important. L'Ukraine savait qu'elle aurait du mal dès le début. Sa campagne serait d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces armées ukrainiennes faisaient face à un ennemi avec une population 4 fois plus grande que la leur, une prétendue superpuissance avec 5 fois plus de véhicules de combat blindés que les 22 110 de l'Ukraine. 3 fois plus d'artillerie et 5 fois plus de défense aérienne. « 1760 contre 81 pour l'Ukraine. Bien plus de 10 fois plus d'avions et une marine qui, en comparaison, était au moins la 2e en importance dans sa propre cour. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine s'est efforcée de moderniser son armée. Ils ont choisi de le modeler à l'image de l'Ouest, avec une réserve formée et des unités de combat fournies par l'Ouest, qui ont progressivement abandonné les doctrines soviétiques. Depuis 2021, l'Ukraine a converti ses grades militaires aux normes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les soldats ukrainiens utilisent SAR, suivi d'un grade militaire, au lieu du terme camarade plus traditionnel. Elle forme ses forces à opérer en brigades autonomes, chacune capable de résoudre des problèmes dans son domaine de responsabilité. Commençant la guerre avec environ 250 000 militaires actifs et 220 000 réservistes, elle a vu d'importantes injections de systèmes de défense aérienne occidentaux, de chars, de véhicules de combat d'infanterie, d'armes anti-chars, de petites armes et de nombreux autres outils depuis 2022. Le montant total de l'aide occidentale promis et donnée approche rapidement aujourd'hui les 400 milliards de dollars. Nous en parlerons plus tard. Comment les deux côtés ont-ils été attrités pendant presque 2 ans et demi de conflit? La Russie avait perdu environ 90% de sa force d'invasion initiale.
Cela signifie que sur une force originale de 360 000, 315 000 ont été tués ou blessés, avec plus de 70 000 tués, dont au moins 45 000 ont été tués en 2023 seulement. Certains estiment que le nombre de morts serait au moins le double. Les responsables du renseignement américain, par exemple, affirment que jusqu'à 120 000 soldats russes ont été tués, avec 170 000 à 180 000 blessés, comparativement à près de 70 000 soldats ukrainiens tués, et 100 000 à 120 000 blessés. D'autres estiment les pertes en effectifs russes à plus d'un demi-million. Un récent rapport du Conseil de l'Atlantique l'a dit le mieux. Pour mettre ces chiffres en contexte, les pertes russes, lors de la récente campagne de 4 mois pour Avdiivka, dépassaient celles de l'Union des républiques socialistes soviétiques durant ces 10 ans de guerre en Afghanistan. Il y a eu plus de 2000 nouvelles victimes russes, signalées rien que lors des 2 dernières semaines de juillet 2024 et plus que probablement, les chiffres réels sont bien plus élevés. Le 5 août 2024, la Russie a perdu 1180 soldats en une seule journée. Une baisse par rapport à un maximum de 1262 en mai, lorsque les forces russes menaient des opérations de contre-offensive le long de l'axe Kharkiv. Ces pertes sont franchement stupéfiantes, bien que les statistiques restent au mieux capricieuses. Les pertes durant les combats en cours sont difficiles à estimer, car les deux camps censurent fortement leurs données. Pourtant, si l'on en croit un récent rapport, en Russie le nombre de nécrologies augmente si rapidement qu'ils ne peuvent pas suivre. En tout, selon un initié, l'augmentation des pertes des troupes russes ces derniers mois a été beaucoup plus significative que prévu. Du côté russe seulement, plus de 3600 officiers ont été tués, un nombre qui comprend 424 avec le grade de lieutenant-colonel ou supérieur. C'est peut-être révélateur du type d'armée que la Russie a construit, que les analystes du conflit prétendent qu'elle a dépensé 11 463 détenus, tués sur le front de l'Est de l'Ukraine. Les pertes de matériel et d'équipements militaires ont été quelque peu plus faciles et sérieux à suivre, grâce à l'essor révolutionnaire de l'utilisation du renseignement open source intelligence, un mode d'analyse qui utilise un large éventail de données publiquement disponibles, images, satellites, publications sur les réseaux sociaux, vidéos et autres empreintes numériques pour offrir une vue plus immédiate et nuancée du conflit. Oryx.com, un site web néerlandais d'analyse de défense en intelligence open source, souvent appelé Oryx, a été l'un des meilleurs exemples d'utilisation méticuleuse de l'open source intelligence pendant la guerre actuelle. Depuis 2022, Oryx a gagné en notoriété grâce à sa liste complète et vérifiée indépendamment de matériel militaire détruit, capturé et abandonné des deux côtés du conflit. À ce jour, la Russie a perdu 17 300 véhicules individuels et autres pièces majeures d'équipement militaire. La répartition est assez sobre lorsqu'elle est comparée à d'autres conflits de même envergure. 3309 de ces pertes documentées sont des chars russes, dont 2264 ont été complètement détruits, 522 capturés, 367 abandonnés et 156 endommagés. La Russie a également perdu 1518 véhicules blindés, incluant divers modèles de véhicules de combat d'infanterie BMP, BTR et MT-LBVM, ainsi que 4400 véhicules de combat d'infanterie. 477 véhicules blindés de transport de troupes ont été détruits, capturés ou abandonnés. Il y a eu 271 véhicules de mobilité d'infanterie perdus, 284 postes de commandement et stations de communication, 535 véhicules d'ingénierie et de logistique, sans parler de 402 lance-roquettes multiples, 394 pièces d'artillerie tractées et 802 pièces d'artillerie autopropulsées, détruites ou perdues. Les défenses aériennes russes ont également subi un coup significatif, avec 268 systèmes de missiles solaires, et des dizaines de systèmes de radars, de brouillage et de tromperies coûteux retirés du champ de bataille par les forces ukrainiennes. L'Ukraine, ayant subi des pertes significatives dans sa propre force aérienne lors des premières étapes de la guerre, a réussi à nier la supériorité aérienne de la Russie en abattant 122 avions et 140 hélicoptères russes. C'est une réalisation incroyable, considérant qu'en mars 2023, la flotte de chasseurs de l'Ukraine avait été réduite à seulement 69 avions, à peine plus de 3 escadrons de chasseurs selon les normes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les pertes russes en mer ont été encore plus surprenantes, compte tenu du fait que l'Ukraine opère avec un budget naval très limité depuis les premiers jours du pays, c'est-à-dire, en gros, sans aucune marine à proprement parler. Le fait que la Russie ait perdu 26 navires et sous-marins, principalement à cause de drones navals, de drones aériens et de missiles tactiques à longue portée américains, ATACMS,
montrent que ces pertes ont suffisamment affaibli la flotte russe autrefois vantée en mer Noire. À partir de l'été 2024, les attaques de missiles ukrainiennes ont contraint la Russie à retirer toute sa flotte de ses bases à Sébastopol. Les calculs de la guerre en mer sont révélateurs. En général, mais selon le contrat, chaque missile d'Atacom a un prix élevé d'environ 1 300 000 $ et possède une portée approximative de 190 miles. Les missiles Storm Shadow fabriqués en Grande-Bretagne ont une portée encore plus longue et sont 2 fois plus chers. L'Ukraine affirmait avoir sévèrement endommagé un sous-marin russe de classe Kilo en mer Noire avec un missile Storm Shadow. Récemment, elle a affirmé avoir coulé un sous-marin de classe Kilo avec un missile Atacms. Le sous-marin Rostov-sur-le-Don, un investissement de 300 millions, a été éliminé par une arme qui coûte un 300e de ce prix. L'Ukraine emploie également ses armes pour détruire des dépôts de pétrole, des installations portuaires, des navires de débarquement amphibies à quai et d'autres investissements, rendant les perspectives navales de la Russie inactives pour un avenir prévisible. L'asymétrie financière de la guerre navale ukrainienne peut être observée dans la nature de la guerre en général telle qu'elle a évolué tout au long du conflit. Au fil de la guerre, la technologie intelligente et abordable des drones a aidé l'Ukraine à surmonter certains de ses handicaps les plus urgents, comme le manque de main-d'œuvre et les dommages à sa base militaro-industrielle. C'est une guerre de drones, a noté un conseiller politique ukrainien. Ils sont une super arme ici. Il faut noter que, malgré un ratio dollar par tué très inférieur à d'autres armes, ils ont un ratio élevé de permission de tuer. Ils ciblent des cibles individuelles comme des soldats ou des chars, plus que la mort aléatoire causée par des missiles et des bombes visant des supermarchés ou des défenses de première ligne. Ayant été utilisés pour attaquer tout, des soldats russes se terrant dans des coques brûlées de chars détruits, le Kremlin et tout ce qui se trouve entre les deux, les drones, à la fois faits maison et produits commercialement, offrent une alternative viable à des systèmes militaires beaucoup plus chers et technologiquement sophistiqués comme les avions de chasse, les chars et l'artillerie. Pour le prix d'un seul avion de chasse F-35, vous pouvez acheter 55 000 drones Dajiang Innovation Mavic 3, fabriqués en Chine, le modèle actuellement utilisé par les forces russes et ukrainiennes. À 2000 $ pièce, peu importe s'ils se cassent ou non. Ils sont simples à entretenir et à bricoler avec diverses munitions. Même si un 5e de ces drones atteignent leur cible, vous regardez 10 000 morts confirmés. Tout cela pour le prix d'un seul F-35. Aujourd'hui, les drones sont devenus un élément stratégique et offensif clé de la guerre. Les deux camps utilisent des drones d'assaut jusqu'au niveau de la brigade. Les drones en Ukraine varient en taille de 12 cm à des drones avec une envergure de plus de 15 mètres. Les quadricoptères et autres drones à rotor sont les plus courants, avec des systèmes armés plus grands comme le Bayraktar TB2 fabriqué en Turquie, qui ont causé des dommages significatifs dans les premières phases du conflit, avant que les systèmes de guerre électroniques russes ne développent derrière des défenses suffisamment robustes pour les abattre. L'Ukraine prétend perdre 10 000 drones par mois. Pourtant, dès le début de 2024, il y avait autant que 200 entreprises indépendantes produisant des drones bon marché dans tout le pays, pour compenser ces pertes. La production intérieure est 100 fois plus élevée que la première année de la guerre. Les responsables ukrainiens ayant fixé un objectif d'1 million de drones à produire au cours de l'année civile 2024, soit environ le double du nombre d'obus d'artillerie fournis par l'ensemble de l'Union européenne sur la même période. Récemment, une coalition de 10 pays a promis de fournir un autre million de drones et d'autres à l'Ukraine d'ici février 2025. Pour leur part, la Russie s'est engagée à produire 2 millions de drones en 2024, important des milliers de Shahid et d'autres drones de l'Iran. Elle produit actuellement plus de 100 000 drones par mois. Avec l'introduction de drones autonomes alimentés par l'intelligence artificielle déjà vue sur le champ de bataille en Ukraine, le potentiel des drones devrait croître de manière exponentielle pour un avenir prévisible. Des essaims entiers de drones peuvent être gérés par seulement quelques opérateurs, et comme ces drones peuvent naviguer indépendamment, après qu'une cible a été sélectionnée, les contre-mesures électroniques, qui perturbent la communication entre le drone et ses opérateurs, sont rendues caduques. Qu'a gagné la Russie après plus de 2 ans et demi de l'opération militaire spéciale de Poutine? Alors que les objectifs stratégiques ont varié, allant d'un rêve irréalisable de ramener toute l'Ukraine sous l'influence de la Russie, à l'objectif plus modeste de revendiquer uniquement ces zones russophones à l'est et au sud du pays. Après 2 hivers brutaux et des centaines de milliers de victimes des deux côtés, à la fin de 2023, la Russie a revendiqué 18% du territoire ukrainien. Cela comparé à 7% à la veille de la guerre, et 27% dans l'immédiat après l'invasion. L'Ukraine doit une grande partie de son succès à ce jour à l'aide militaire occidentale. L'invasion a ouvert les coffres de l'Occident,
beaucoup voulant aider le président Volodymyr Zelensky à défendre son pays contre Moscou. Une coalition de 54 pays, incluant tous les 32 États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et 22 autres États, ont fait don d'aide militaire, à la fois individuellement en tant que pays souverain, et activement via les institutions de l'Union européenne. Plus de 118 milliards de dollars d'aide militaire directe ont été donnés à l'Ukraine à ce jour. Les États-Unis ont largement surpassé leurs homologues européens en termes de dépenses pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine, ayant directement alloué plus de 55 milliards de dollars en aide militaire. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, de 16 milliards de dollars, 14,3 milliards de dollars, 9,9 milliards de dollars, 7,8 milliards de dollars suivent respectivement. Cependant, les dons totaux ne racontent souvent pas toute l'histoire. Tous les produits intérieurs bruts ne sont pas créés égaux. En pourcentage du produit intérieur brut, les petites nations européennes sont en tête, avec le Danemark, 1,8%, l'Estonie, 1,7% et la Lituanie, 1,4%. Pris ensemble, l'ensemble des institutions de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Suisse, ont collectivement alloué un total de 110,2 milliards d'euros à l'usage de l'Ukraine, dont environ la moitié a été réservée à l'usage militaire. Il a fallu plus de temps qu'il n'aurait dû pour que l'Occident donne ses meilleures armes à l'Ukraine, et certains pourraient assez justement soutenir qu'ils retiennent encore, par peur d'une escalade de représailles de la part de Moscou. Pourtant, l'argent mis de côté pour l'Ukraine a permis d'envoyer un éventail d'armes de haute technologie qui ont aidé l'Ukraine à se défendre. Alors que l'efficacité des chars sur le champ de bataille a été largement compensée par l'omniprésence de drones bon marché, l'Ukraine a reçu des centaines de chars donnés depuis 2022. La Pologne, de loin, mène la voie, avec 324 chars donnés, 270 d'entre eux étant de vieux T, 72, récemment complétés par 14 Léopards 2 Saquatre de pointe. Avec une valeur monétaire de 599 millions seuls, les États-Unis ont donné un ensemble de chars plus précieux, bien que beaucoup moins nombreux, ayant envoyé à l'Ukraine seulement 45 T-72 révisés et 31 chars Munaon Abrams beaucoup plus chers. Les Pays-Bas se classent deuxième en termes de chars donnés, avec 104-37 d'entre eux étant de vieux Léopard 1 à 5 et 7 Léopard 2 à 4. L'Allemagne n'a donné que 18 Léopard 2. Cependant, le Royaume-Uni n'a donné que 14 chars Challenger, 2 modèles apparus 6 ans plus tard. Bien plus significatif a été le don des États-Unis de 352 véhicules de combat d'infanterie. M2 Bradley, véhicules de combat d'infanterie des instruments de combat d'une valeur monétaire qui éclipse les 634 millions de dollars dépensés pour les chars par un supplément de 30 millions. Les Pays-Bas se classaient deuxième, derrière les États-Unis en termes de véhicules de combat d'infanterie donnés, ayant donné 269 IPR 765. L'Allemagne est troisième, ayant envoyé 140 véhicules de combat d'infanterie, Marder. La République tchèque, le Danemark et la Grèce suivent, chacun ayant envoyé des centaines d'anciennes versions soviétiques du véhicule de combat d'infanterie. Les véhicules de combat d'infanterie ont prouvé leur valeur sur le champ de bataille actuel, surpassant les chars grâce à leur capacité à supprimer les positions fortifiées, se déplacer rapidement et transporter des escouades entières vers et depuis le front dans ce bourbier d'attrition. L'une des armes les plus précieuses de la guerre est la vénérable pièce d'artillerie. Certains analystes estiment que jusqu'à 80% de toutes les pertes en Ukraine ont été causées par l'artillerie. Il faut actuellement à l'Ukraine 75 000 obus d'artillerie par mois pour maintenir leur ligne de front active, soit entre 2000 à 3000 obus par jour. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. Pour mettre cela en perspective, en mars 2024, les industries de défense de l'ensemble des États-Unis et de l'Europe ensemble ne pouvaient produire qu'un peu plus de 3000 obus par jour, soit 1,2 million de munitions par an. La Russie, selon des estimations conservatrices, produit 250 000 munitions par mois, soit environ 3 millions par an. À ce jour, les États-Unis ont envoyé plus de 3 millions d'obus d'artillerie en Ukraine. Pour illustrer l'importance de l'artillerie dans le conflit global, il est révélateur que la valeur monétaire de tous les systèmes d'artillerie envoyés par les États-Unis en Ukraine s'élève à près d'1 milliard de dollars, dépassant le coût des chars ou des véhicules de combat d'infanterie de 300 millions de dollars. La plupart de ces derniers ont été les obusiers M777 de 155 mm très mobiles et efficaces, 142 pour être exact, sur un total de 201 pièces. Le problème en Ukraine
et que chaque pays fournit les obusiers qu'il a en stock. Bien qu'il tire souvent des obus standards de 155 mm de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et des États-Unis, leur entretien peut être compliqué, car ils utilisent des pièces différentes. Plus de la moitié de l'artillerie donnée par le Royaume-Uni, deuxième donateur avec 78 pièces, sont des canons automoteurs Asquatre 20-10 de fabrication britannique. L'Italie, troisième, avec 76 pièces, a donné des canons FH-70, utilisés par plusieurs pays européens, arabes et asiatiques. L'Estonie notamment, a fait don de l'ensemble de son inventaire de canons FH-70. Le Danemark et la France ont donné 61 canons Caesar. La Suède a envoyé 8 de ses fameux obusiers Archer. L'Allemagne et les Pays-Bas ont envoyé 40 Panzerhaubitze, 2000, 36 RCH, 155 et d'autres. Cela ne fait qu'effleurer la surface. L'Ukraine utilise de manière particulière les lance-roquettes multiples occidentaux à longue portée qui ont détruit d'innombrables équipements de commandement, avions, systèmes de défense aérienne, véhicules navals et autres matériels coûteux. Les États-Unis ont envoyé 39 de leurs célèbres systèmes de roquettes d'artillerie à grande mobilité d'une valeur monétaire de 588 millions de dollars. La République tchèque a fait don d'une douzaine de RM-70 plus anciens, tandis que la Norvège a envoyé 11 M270 l'Allemagne, 8 Mar II, et des systèmes de roquettes d'artillerie à grande mobilité, et le Royaume-Uni, la France et l'Italie, envoyant respectivement 6, 4 et 2 systèmes 270. Alors que l'Allemagne semble avoir pris du retard dans ses dons d'équipements militaires par rapport à d'autres pays, surtout par rapport à son propre produit intérieur brut, elle a mené la voie, surpassant même les États-Unis, dans un domaine crucial, la défense aérienne. L'Allemagne à elle seule a fait don de plus de 4 milliards de défense aérienne répartis sur 26 systèmes d'armes. Cela comprend 24 systèmes Iris-TSLM et 2 systèmes Patriot. La République tchèque et les États-Unis ont chacun envoyé 16 systèmes de défense aérienne, bien que de capacités différentes. Alors que les États-Unis n'ont envoyé qu'un seul système Patriot, ils ont fourni 3 NASAM et 2 Hawk, l'Espagne en ayant donné 6 autres. Face aux missiles de croisière, drones et bombes planantes russes, les civils ukrainiens comptent sur ces défenses aériennes pour les protéger au quotidien et limiter les dommages collatéraux. Dans les airs, l'Ukraine est actuellement en voie de recevoir 95 chasseurs monoplaces F-16A et des F-16B biplaces de Belgique, du Danemark, de Norvège et des Pays-Bas, bien que certains estiment le nombre plus proche de 60 à 80. Bruxelles affirme que ce nombre ne fait la guerre de différence dans qu'il fournir à l'Ukraine de meilleurs moyens de renforcer ses défense aérienne. Le solide créé un jour son premier dans l'écosystème. Il faudrait environ 12 escadrons de chasseurs, selon un récent rapport du Center for Strategic and International Studies, pour obtenir le soutien aérien nécessaire à la guerre au sol, avec 4 escadrons principalement responsables de chaque ensemble de missions principales, la suppression de la défense aérienne ennemie, l'interdiction aérienne et la contre-air défensive. Les forces comptent 216 F-16 répartis en escadrons de 18 appareils chacun. Il serait difficile pour l'Ukraine de maintenir et de contrôler une force aérienne de cette envergure avec sa propre base industrielle de défense. La plupart des chaînes d'approvisionnement de l'Ukraine pour réparer et maintenir ses unités aériennes datent de l'ère soviétique et n'existent plus ou sont contrôlées par la Russie. Néanmoins, la conférence des F-16 occidentaux amorce un début important du processus de reprise d'un certain contrôle aérien dans ce long conflit. Plus l'Ukraine s'intègre dans les chaînes d'approvisionnement américaines et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus il sera facile de maintenir son effort sur le long terme. D'après le Pentagone, 2 ans de guerre ont coûté cher à la Russie. Nous avons déjà discuté des coûts humains, mais qu'en est-il de l'impact économique ? En février 2024, 2 années d'opérations militaires ont infligé 152 milliards de dollars de dommages directs à l'Ukraine, mais cela a coûté 210 milliards de dollars à Moscou dans le processus. Suite aux sanctions économiques, la Russie a également perdu 10 milliards de dollars en vente d'armes suspendues. Nombreux sont ceux qui ont déclaré que la Russie, avec son économie entièrement réorganisée pour la guerre, surpassera aisément l'Ukraine dans un conflit d'usure éreintant. Avec la pause du Congrès dans l'aide américaine plus tôt cette année, il était difficile de prétendre le contraire. Les forces ukrainiennes ont eu du mal à maintenir les effectifs, le moral et le ravitaillement face à l'intensification des offensives russes. Pourtant, les chiffres en Russie racontent également une histoire qui ouvre les yeux.
2 ans et demi après que Poutine a lancé son invasion à grande échelle, les coûts humanitaires et économiques ont été exorbitants. Pour maintenir l'illusion que la guerre se déroule bien, le gouvernement de Poutine a intensifié ses tactiques de peur et de répression, aux conséquences de plus en plus graves. Selon OVD Info, une organisation de droits de l'homme qui suit la persécution politique en Russie, il y a actuellement 892 affaires criminelles contre les dissidents anti-guerre. Et si cela ne suffit pas à vous alarmer, 19 855 personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre. C'est près de 20 000 individus qui se dressent contre la guerre, pour n'être accueillis que par des répressions brutales. C'est ici que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Les données de OVD Info montrent une augmentation significative des détentions à motivation politique depuis l'invasion. Des 3 626 personnes en Russie qui ont fait face à ces poursuites depuis 2012, plus d'un tiers, soit 1305, ont eu lieu au cours des 2 dernières années seulement. Cela inclut 728 en 2022, 521 en 2023 et 56 jusqu'à présent en 2024. Le Kremlin mise clairement de plus en plus sur la peur. Mais pourquoi ? La réponse se trouve dans la nature de l'évolution politique russe. Historiquement, un véritable changement survient quand 3 éléments s'alignent. Une élite divisée, un public mécontent et une absence de peur. Le régime de Poutine le sait, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la peur bien vivante. L'invasion russe de l'Ukraine a eu des conséquences désastreuses, surtout concernant le gaz naturel et sa place sur le marché européen. En lançant une invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a perdu une énorme part de son marché du gaz naturel en Europe, et l'impact financier est massif. On prévoit que la Russie perdra entre 27 et 34 milliards de dollars en 2024 seulement, en fonction des prix du gaz. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près le même montant que la Russie avait prévu de dépenser pour l'éducation et la santé cette année. Mais au lieu de cela, une grande partie de cet argent a été acheminée vers l'effort de guerre brutal de Moscou. Voici où cela devient ironique. L'Europe a tenté de réduire le charbon tout en restant compétitive industriellement, ce qui a en fait accru la demande de gaz russe. Si Poutine s'était concentré sur la prospérité économique au lieu de faire la guerre, la Russie aurait pu être en bonne voie pour exporter plus de 184 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe, indépendamment de la mise en service ou non du pipeline Nord Stream 2. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? La Russie a fini par expédier environ seulement 72 milliards de mètres cubes de gaz en 2023, et ce chiffre n'est pas prévu de changer beaucoup cette année à moins que de nouvelles sanctions ne frappent. Ces chiffres soulignent le pivot sans précédent de l'Europe, s'éloignant de l'énergie russe, et la nécessité urgente pour l'Europe de rompre totalement les liens avec les chaînes d'approvisionnement russes. Mais voici le problème. Les exportations d'énergie restent la principale source de liquidité de la Russie pour financer sa guerre en Ukraine, près d'un tiers des revenus du pays provenant du pétrole et du gaz. Le secteur technologique russe a aussi été durement touché depuis 2022. En une seule année, près de 10% des informaticiens russes ont quitté le pays, suivis par plus de 1000 entreprises occidentales. C'est important. Le secteur informatique a été un grand moteur de l'économie russe, représentant presque un tiers de sa croissance depuis 2015. En réponse à cet exode, Moscou a essayé de garder ses talents, en offrant des impôts sur le revenu plus bas et des taux hypothécaires plus avantageux. Mais devinez quoi ? Ces incitations ont échoué. Plus de 100 000 jeunes professionnels de l'informatique hautement qualifiés ont tout de même choisi de partir, créant un énorme déficit de talent. Le ministre russe du développement numérique affirme que le secteur informatique du pays manque actuellement de plus de 500 000 travailleurs. La situation empire avec le départ de grandes entreprises technologiques occidentales telles que International Business Machines Intel et Microsoft. Avant l'invasion, la Russie dépendait grandement de l'Occident pour son industrie technologique, des semi-conducteurs au système d'exploitation. Les sanctions ont fortement restreint l'accès à cette technologie essentielle, et les alternatives ne sont pas à la hauteur. La technologie chinoise, vers laquelle la Russie s'est tournée, s'est avérée être un substitut imparfait et coûteux. Alors, que signifie tout cela pour l'avenir ? Le secteur technologique russe est désormais isolé de la connectivité mondiale, des opportunités de recherche et de la technologie essentielle pour rester compétitif à l'échelle internationale. Si cette tendance se poursuit, la Russie risque de prendre du retard par rapport aux autres puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine et l'UE. Avant la guerre, l'inflation annuelle de la Russie était d'environ 9%. Mais lors de la première année du conflit, elle a grimpé entre 11% et 17,8%. Suite à des hausses de taux d'intérêt par la Banque centrale, l'inflation a chuté à 2,3%, mais a ensuite remonté à 7,4% en janvier. Les taux d'intérêt ont également été partout.
La Banque centrale a réduit les taux de 20% à 7,5% entre mars et septembre 2022, mais ils ont dû les augmenter à 18% en juillet 2024 pour contrôler l'inflation. Le risque financier de la Russie a également explosé. Sa prime de risque de swap de défaillance de crédit, Credit Default Swap, a grimpé d'environ 200 $ avant la guerre à un stupéfiant 13 800 $. En plus des dépenses militaires, l'économie russe subit la pression des sanctions occidentales. L'Union européenne a imposé son 13e paquet de sanctions, et plus de 320 milliards de réserves de la Banque centrale russe sont gelées par Bruxelles, le G7 et l'Australie. En plus de cela, 70% des actifs bancaires russes et plus de 20 milliards d'euros d'actifs appartenant à plus de 1500 personnes et entités sont sous sanctions. Les exportations de la Russie ont chuté de 28,3% à 425,1 milliards de dollars l'an dernier, avec une baisse de 68% vers l'Europe. Les importations sont restées stables, mais la situation globale est sombre. Depuis le début de la guerre, d'innombrables entreprises se sont retirées de la Russie, mettant fin à leurs opérations, investissements et partenariats, et de nombreux pays et secteurs ont imposé des sanctions ou des suspensions. Pendant ce temps, le budget de la défense russe continue de croître, représentant 23% du budget total du gouvernement en 2023 contre 21% en 2022 et 20% en 2021. Il y a d'autres chiffres alarmants. Ce sont, par exemple, 685 suspects actuels, identifiés par le bureau du procureur général ukrainien comme instigateurs de la guerre et propagandistes du Kremlin. Collectivement, le bureau a également répertorié 125 698 crimes d'agression et crimes de guerre enregistrés. Il a achevé des procès pour crimes de guerre contre seulement 238 militaires. La Russie a infligé un tribut extrêmement disproportionné et stupéfiant aux civils ukrainiens pris dans le feu croisé de la guerre. Un récent rapport du Comité international de secours, International Rescue Committee, estime que 4 600 000 Ukrainiens ont besoin d'aide humanitaire cette année, dont 3 700 000 qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Le rapport a également souligné plus de 4 000 attaques contre des établissements d'éducation, 1300 contre la santé, et la destruction de plus d'1 500 000 maisons. L'Organisation des Nations Unies a revu à la hausse les coûts de reconstruction et de récupération de l'Ukraine, passant de 411 milliards de dollars l'an dernier à environ 486 milliards de dollars. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Une zone de la taille de la Roumanie est maintenant jonchée de mines terrestres. Et l'explosion du barrage de Novokhovka Sud en juin a laissé 600 000 hectares de terres arables sans irrigation. Selon le Centre pour la stratégie économique, CSE, de Kiev, le taux de chômage en Ukraine est passé de 10% avant la guerre à plus de 30% pendant le conflit, puis s'est stabilisé à 17%. L'insécurité alimentaire a été un enjeu crucial, la faim affectant jusqu'à 30,3% de la population à son paroxysme. Le commerce a aussi été durement touché. Avant la guerre, les exportations et les importations étaient à peu près équilibrées à 7,5 milliards chacune en janvier 2022, mais la balance commerciale a plongé dans le négatif, se situant à moins 3,7 milliards en décembre. Les exportations céréalières ont souffert, mais ont presque retrouvé leur niveau pré-guerre grâce à l'accord sur les céréales de la mer Noire, négocié par la Turquie et l'Organisation des Nations Unies jusqu'au retrait russe en juillet 2023. L'inflation en Ukraine a été sauvage, passant de 10% en janvier 2022 à 26,6% en octobre 2022, avant de tomber à 4,7% maintenant. L'économie, après un fort rétrécissement en 2022, a montré des signes de reprise en 2023, avec une croissance positive du produit intérieur brut dès le deuxième trimestre. Selon la Banque mondiale, l'Ukraine aura besoin d'environ 15 milliards de dollars pour la reconstruction et la reprise immédiate en 2024. L'accent sera mis sur la mobilisation du privé et la restauration du logement, de l'énergie et du transport. Depuis le début de la guerre, les dommages directs ont déjà atteint près de 152 milliards de dollars, touchant principalement le logement, les transports, le commerce, l'énergie et l'agriculture. Le conflit a eu des impacts dévastateurs sur les vies humaines, les économies, l'infrastructure et la stabilité future de l'Ukraine et de la Russie. Les chiffres racontent une histoire frappante de destruction, de résilience et des conséquences lointaines de la guerre. Mais ces statistiques vont au-delà des simples chiffres. Ils représentent de vraies personnes, des communautés et des nations confrontées à des défis sans précédent. Alors que la guerre se poursuit, il est essentiel de rester informé
et de saisir les conséquences plus vastes des événements sur le terrain. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité mondiale. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et poursuivons la discussion dans les commentaires. Vérifiez maintenant l'analyse de la puissance des chars occidentaux en Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.